Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison. www.vigiemaison.com. Vous êtes professeur à Saint-Jean. Est-ce que vous avez déménagé dans le coin? Non, j'habite sur le plateau aussi. Sur le plateau? Ah oui, on dit tous les intellectuels vivent sur le plateau. Il y en a moins un. Mais vous aussi, c'est plateau. Non, même pas. La banlieue? Ben oui. Bon! Fait que je suis pas un ça, intellectuel, là. Un Socrate est un chat. Là, les étudiants en droit, là, on porte-tu le carré rouge pas mal? Là? Pas tant, non. Vous avez enseigné pendant le temps de la grève de 2012? Absolument. Puis, c'était-tu bon? C'était très bien. Mais les étudiants en droit de l'Université de Montréal étaient pour ou contre la grève? De mémoire, c'était assez partagé, probablement une majorité contre. Y a-tu eu un décret? Ils ont-tu forcé à enseigner malgré tout? Ouais. Ah, ça devait être beau à voir, ça. Les policiers dans la classe? Non. Ah non, Pas jusque-là. Ah, moi, j'avais pas eu ce problème-là au collège militaire. Non, hein? Non. De toute façon, vous avez... C'est vraiment comme vous expliquez Alors, pourquoi. C'est pas le carré rouge. Ben alors, il n'y a pas de grève chez Il n'y nous. a pas de carré du coup. Non, c'est paradoxalement, en fait, il y a 3 escadrons chez nous, puis les signes distinctifs, dans le cas de l'escadron Tracy, c'est un carré rouge. Donc, sur l'épaule, tous les étudiants, les élèves officiers portent le carré rouge. Donc, nous, c'était là, on avait le plus de carré rouge dans tous les campus au Québec. On se fait un petit toast aussi en même temps. C'est un peu chaud. Danick Parenteau, vous êtes professeur au Collège militaire de Saint-Jean et vous avez écrit un précis républicain à l'usage des Québécois aux éditions Fides. Et donc, pour vous, Frédéric Bérard, vous êtes enseignant à la faculté de droit de l'Université de Montréal et vous avez écrit un autre livre, La fin de l'État de droit. Et donc, quelque chose quand même de peut-être hasardeux, mais on dirait que vous avez écrit un livre sur les mêmes sujets, mais qui vont quand même dans des conclusions assez différentes. Ah oui? Des sens assez différents. Vous parlez d'un déclin de l'État de droit, pas dans le sens où on pourrait annoncer une disparition complète des droits de l'homme au Canada, mais dans le sens où il y a un nouveau style politique qui est entré en politique canadienne, qui fait fi, parfois de manière assez évidente, des droits individuels ou même de la séparation des pouvoirs. Peut-être l'exemple le plus peut-être scandaleux selon vous, ou le plus évident de ce problème-là entre le politique et les droits individuels, c'est l'affaire Omar Khadr. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette affaire-là? C'est un enfant soldat qui a été emprisonné à Guantanamo pendant pratiquement une dizaine d'années sous torture. Il n'y a jamais eu de procès. Jamais. On a toujours refusé le rapatriement de Khadr au Canada, Stephen Harper notamment, du simple fait que, selon lui, c'était un terroriste, et puis ça finissait là. Je ne sais pas si Omar Khadr est terroriste. Peut-être qu'il l'est. Possiblement même. Sauf que j'ai toujours compris que dans un État de droit, la couronne doit faire la preuve de votre culpabilité. Et en tout temps, vous avez droit à un procès avant d'être emprisonné, avant d'être condamné. Ici, on l'a torturé. On a obtenu, paraîtrait-il, des aveux qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Et de ce fait-là, après avoir passé 8 ans en prison à Guantanamo, Khadr a signé une entente de culpabilité pour être rapatrié éventuellement au Canada. Et depuis ce temps-là, le gouvernement Harper lui fait la vie dure, comme on sait. Je répète, c'est pas la question de savoir si le cas Khadr est sympathique ou non. La question est la suivante. Est-ce qu'on souhaite que le premier ministre du pays décide de notre culpabilité à la place d'un tribunal impartial? Et dans ce cas-ci, ça a été la première option. Il y a une crainte qui est assez importante dans votre livre. Elle est centrale, c'est-à-dire que vous avez peur qu'on utilise la volonté majoritaire, la volonté du peuple contre les droits individuels. Et donc, c'est ça qui vous fait craindre l'idée d'instaurer des référendums d'initiative populaire. Vous dites qu'il y a un risque populiste assez important avec ça. Tout à fait. Et vous, dans votre livre, Danick Parenteau, vous défendez quand même cette idée des référendums d'initiative populaire, justement pour relancer la démocratie québécoise. Je diffère d'idée avec Danick là-dessus. Je dis pas que les référendums d'initiative populaire sont en tout point néfastes. Je dis seulement qu'un référendum au Canada, d'un point de vue légal, puis ça a toujours été comme ça, puis à mon avis, c'est une bonne chose, n'a pas de pouvoir
légal, n'a pas d'impact légal. Ça a un impact en termes de légitimité et c'est correct. Ça peut permettre de faire bouger les choses. Mais ça n'a pas un impact direct. Et de ce fait-là, si on pense aux chartes des droits, qu'elles soient québécoises, canadiennes ou autres, les possibilités quant à un référendum d'initiative populaire sont assez minimes. Et puis voilà. Mais il y a des gens qui voudraient justement donner une force de souveraineté au référendum d'initiative populaire, justement pour forcer les élus à faire des lois en fonction de la volonté du peuple. Bien, c'est-à-dire que le régime canadien, effectivement, consacre le principe de la souveraineté parlementaire et non pas celle du peuple. Ce qui, bien qu'il est cohérent, si on consacre un tel principe, de ne pas rendre la décision référendaire directement exécutable au moment de son rendu, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais le problème est là. Le problème est vicié dès le départ. L'ordre constitutionnel canadien évacue le peuple. Dans tout l'édifice constitutionnel canadien, le peuple n'apparaît nulle part. Les parlements sont consacrés comme étant l'organe souverain. Le pouvoir exécutif étant bien sûr par définition souverain, il appartient à la reine, ici détenteur du pouvoir souverain comme chef d'État, mais le peuple lui-même est évacué complètement de cet ordre constitutionnel-là. Et ça, c'est sans parler de la manière dont cet ordre-là s'est imposé dans le cas particulier du Québec. Mais tout l'ordre politique lui évacue ça. Donc, c'est parfaitement compréhensible qu'en droit canadien, les référendums d'initiative populaire soient anticonstitutionnels. Mais le problème, justement, c'est la Constitution. Mais ils ne sont pas anticonstitutionnels. Vous avez raison. Mais ils ne sont pas rendus... C'est que leur portée n'a pas de comment je pourrais dire? Ça n'a pas force de loi. D'impact. Voilà, tout simplement. C'est un plébiscite, en réalité. Oui, mais ça a un impact en termes de légitimité important, nécessairement. Et de ce fait-là, je ne suis pas contre, dépendamment de ce que vous voulez faire. Camus disait, la démocratie, c'est pas la loi de la majorité, mais bien la protection des minorités. Moi, ce que je crains avec ce genre d'outils-là, et on l'a vu au Québec cet automne avec les Jeannettes et machin chouette, quand il y a une majorité, si faible soit-elle, qui se met de la partie et jouer de démagogie, xénophobie et autres, ça peut très, très mal virer. Et à mon sens, c'est une des dérives potentielles de l'exercice des RIP, comme on peut les appeler en termes d'acronyme. Et de ce fait-là, je le répète, je ne suis pas contre l'idée à proprement parler, en autant qu'on respecte le corpus des valeurs déjà établies. Si on veut modifier la Charte québécoise des droits et libertés, qu'on le fasse en fonction des règles applicables et non pas en fonction de la saveur du jour. Mais j'entends bien la citation de Camus, mais à ce titre-là, un despote éclairé, un despotisme éclairé pourrait très bien respecter ses minorités. Ça ne serait pas pour autant un régime démocratique. C'est-à-dire que... Mais là, c'est un sophisme. Bien, c'est pas un sophisme. Non, parce qu'un despote éclairé pourrait très bien mettre en place un régime qui est favorable à toutes les minorités, sans distinction. On ne serait pas encore un régime démocratique. Peut-être, mais c'est parce que là, vous tournez Camus à l'envers. Oui, si bien je peux sûr. dire. Okay, non, mais je m'en sers comme ça parce que... sur l'exemple de la Charte québécoise, c'est assez étonnant que vous serviez cet exemple-là parce qu'au contraire, à mes yeux, ça illustre parfaitement la capacité du peuple lui-même à prendre une décision éclairée. Parce que l'exemple de la Charte a été mis de l'avant, supposément, comme vous le dites, sur des pressions populaires, populistes, un discours populiste à tout le moins, alimenté par des politiciens populistes. Pensons bien sûr à Bernard Drinville ici. J'aime le bien sûr. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que le 7 avril, le peuple québécois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tranché. Il n'en a pas voulu de cette charte. Donc, on n'a même pas eu à recourir à la Charte canadienne des droits et libertés ou à quelconque mécanisme juridique pour empêcher une telle chose. Le peuple lui-même, dans sa bonne sagesse, a bien vu qu'un tel projet ne tenait pas la route. Donc, en partie, je pense que le résultat du 7 avril tient à cela. OK, bien, le point est intéressant. Mais bon, deux choses. La première, c'est que je pense que c'est difficile de dire que le vote du 7 avril s'explique uniquement comme étant un vote contre la Charte. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Mais entendons-nous, c'est un élément qui a joué tout ça. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit un élément qui a joué. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a joué, mais je ne suis pas sûr qu'on va le savoir un jour, mais ça, c'est une autre histoire. Deuxièmement, je ne suis pas certain, contrairement à vous, que de remettre au peuple, comme vous dites, le soin de déterminer le sort des minorités par l'entremise d'un vote populaire qui peut être très ponctuel, qui peut être tenu suite à, je ne sais pas moi, des événements récents, pensons à Guy Turcotte, par exemple, ou des trucs affreux comme ça. Je suis pas certain que ce soit un concept valable à long terme. Il y a un danger, on joue à la roulette russe. Est-ce que le peuple est nécessairement contre les minorités? Non, je pense pas. En effet, non. Justement, Frédéric Bérard a un point. Par exemple, je vous fais une mise en situation. Si on organisait un référendum d'initiative populaire pour réintroduire la peine de mort ou abolir le droit de l'avortement, est-ce que, selon vous, ce serait le genre de référendum qui devrait être permis? Bien, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui viennent encadrer une telle démarche.
normalement, il y a un seuil minimal de signataires pour obtenir un tel référendum. Il y a des mécanismes pour empêcher qu'effectivement des propositions farfelues, mais au goût du jour, monter sur un phénomène médiatique qui s'amplifie si bien que là, du jour au lendemain, la majorité s'arrogerait un pouvoir tyrannique à l'endroit de ces minorités. Donc, il y a des mécanismes qui doivent garantir une telle chose. Mais somme toute, je pense qu'encore, dans le peuple, il y a une forme de sagesse qui existe, qui, en général, à travers la série d'exemples qu'on trouve dans les États américains où on pratique une telle chose, les référendums d'initiative populaire, en l'Oregon, Washington, Californie et Colorado, dans l'ensemble des propositions qu'on a mises de l'avant à travers cette procédure-là, il y a très peu de choses aberrantes. Au contraire, en Oregon, en 68, on a aboli la peine de mort à travers un tel processus. Donc, le peuple a fait preuve d'une certaine sagesse en ce sens-ci. En Californie, à travers un tel processus, on a obligé l'État de la Californie à financer convenablement l'école publique. Donc, il y a des exemples comme cela. Évidemment, dans votre livre, vous référez à l'exemple de la Suisse, où à travers un référendum, effectivement, les Suisses se sont prononcés en faveur de l'interdit des minarets sur le territoire suisse. Bon, dans ce cas-là, moi, j'aurais voté contre. Mais qu'est-ce qui est si déplorable qu'un tel... Qu'est-ce qui est si déplorable dans une telle décision? Je veux dire, en bout de ligne, est-ce que la Suisse a cessé d'accueillir des réfugiés en si grand nombre après? Est-ce qu'elle a été mise au banc de la communauté internationale à travers une telle décision? Est-ce qu'une fatwa a été prononcée contre la Suisse à l'endroit d'une telle décision? Ça me paraît, en fait, un faux problème dans la mesure où c'est un peu minime l'effet négatif d'un tel interdit. Somme toute, c'est pas grand-chose. En bon libéral, bien sûr, cela brime le droit de la pratique religieuse d'une religion particulière, étant bien sûr l'islam. Mais en bout de ligne, c'est pas très, très dangereux, c'est une telle chose. Vous savez cet exemple-là, mais on peut servir de bon nombre d'exemples qui, au contraire, témoignent d'une certaine sagesse, d'une certaine lumière, ce qui n'est pas le cas du minerai, on est d'accord. Donc, je peux répondre. Allez-y, hein. C'est un droit de réplique. Hein, Merci. Deux choses. La première, je pense qu'on est toujours la minorité de quelqu'un, quelque part, dans un sens. Ouais. Les Québécois ayant eux-mêmes un statut minoritaire francophone en Amérique, au Canada. L'histoire du Québec, comme l'histoire ailleurs en Occident, démontre qu'il y a certaines minorités moins populaires au gré du temps. Ici, au Québec, comme à plusieurs autres endroits d'ailleurs en Occident, les années 20, 30, 40, les Juifs en ont eu pour leur argent, disons-le franchement. Le régime fédéral qui avait interdit l'accès des Juifs à l'immigration au Canada. Oui, on peut aussi penser aux Japonais, en Colombie-Britannique, et les Chinois aussi, notamment. Bref, là, aujourd'hui, visiblement, c'est la question des musulmans. C'est les musulmans qui en ont pour leur argent. Je pense que tous les musulmans, à peu près, ont payé pour le 11 septembre. Ce qui fait que c'est pas de mauvaise loi que de refuser la question des minarets parce qu'on se dit, bah, ben, vous voyez, on crée un peu. Et c'est un peu mon point. Il peut pas y avoir une protection des minorités à géométrie variable et celle-ci ne peut donc pas être remise dans les mains de la majorité parce que, par définition, la minorité moins populaire en temps réel sera celle qui va en avoir pour son argent au moment où on se parle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis pas en désaccord avec vous, au contraire, à l'effet que les référendums d'initiative populaire, parfois, peuvent créer quelque chose de positif. Mais encore là, il faut s'entendre sur qu'est-ce qui est positif. La question de la peine de mort, vous dites, bien, vous voyez, ça a été aboli. Très bien. Sondage du Devoir, décembre 2011, janvier 2011, 68 % des Québécois en faveur du retour de la peine de mort. 63 % des autres Canadiens. Moi, je suis évidemment contre la peine de mort, mais visiblement, je fais partie d'une minorité au Québec. Donc, tout ça pour dire que, est-ce que ce genre de débat, on parle de la peine de mort, mais on peut parler d'avortement aussi, si on veut. On peut parler d'euthanasie, qui sont des sujets peut-être moins délicats, en un sens, parce qu'ils ont l'air d'être bien assis maintenant, mais ils pourraient très bien revenir, si je peux dire, sur le menu. Donc, de ce fait-là, est-ce qu'on veut remettre au peuple le soin de déterminer ce qu'il en est comme ça en claquant des doigts? Je sais qu'il va y avoir des mécanismes. Mais ultimement, si ce mécanisme-là existait, il devrait, à mon avis, prendre en considération l'existence des chartes et respecter ce volet-là, quitte à mettre des pressions sur le politique pour amender éventuellement des chartes. Ça, sur quoi je ne suis pas contre, mais il y a des règles du jeu applicables. Mais c'est-à-dire que... J'aimerais quand même qu'on avance peut-être sur un autre sujet. Ouais. On voit quand même un désaccord assez fondamental, c'est-à-dire que vous aimeriez qu'on entende un peu plus la voix du peuple, sans nécessairement abolir les droits de l'homme, quand même, on a compris. Non, mais bien sûr. Et en plus, de votre côté, vous avez assez peur justement que l'initiative du peuple finisse par contredire les droits fondamentaux. Vous, Danick Parenteau, vous voulez relancer la démocratie québécoise et la confiance que les citoyens ont envers leurs institutions, entre autres par le référendum d'initiative populaire, justement pour lutter contre un phénomène qui s'est mis en place depuis une vingtaine d'années, on dit,
et que vous appelez le gouvernement des juges. Bien, c'est-à-dire que l'expression n'est pas de moi, là. Derrière l'expression gouvernement des juges se cache une réalité. Mais en fait, ça désigne un aspect de moi, ce que je vois être plus fondamental. Si on se préoccupe tous deux de l'état de la démocratie, vous insistez sur la question de l'état de droit. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, une bonne démocratie est celle qui respecte le principe de la primauté du droit, cela va de soi. Mais à mes yeux, je pense que ce qui est davantage un danger pour l'état actuel de la démocratie, c'est cette crise de confiance qui s'est installée entre le peuple lui-même et ses institutions et ses représentants. C'est-à-dire que derrière l'expression gouvernement des juges, j'ai l'idée selon laquelle le peuple perçoit ici que sa voix ne vaut plus ou vaut moins qu'auparavant, pourtant sur des questions qui devraient lui-même, qui touchent le peuple, sur lesquelles il devrait, il pense, avoir le droit de s'exprimer. Prenons l'exemple seulement des accommodements raisonnables. Derrière cela, il y avait une bonne partie des Québécois, il y avait une majorité des Québécois qui sont contre la pratique des accommodements dits religieux. Pas tous les accommodements raisonnables, mais ceux religieux. Bon. Et on ne brime pas les droits directement. On n'est pas en train de dire mettre en place une loi qui interdirait à tous les Noirs l'accès à l'université. Là. On parle ici d'indiscrimination indirecte. Là, le peuple se dit, bien, écoutez, nous, on est contre cette pratique-là, mais là, il se trouve que le régime politique qui est le nôtre, dans ce régime-là, on laisse à des juges non élus le choix de décider ce qui est raisonnable ou acceptable. Donc là, visiblement, il y a une crise de confiance qui s'installe. Ça vient accentuer cette crise de confiance-là. Et je pense qu'effectivement, notamment la question du référendum d'initiative populaire, permettrait de rétablir ce lien de confiance-là, qui, à mes yeux, est quelque chose de plus dangereux que l'effritement d'état de droit que vous identifiez clairement, puis les exemples sont assez probants. Mais à mes yeux, ça paraît un peu secondaire par rapport à la crise de confiance qui s'installe actuellement. Frédéric Bérard, cette expression-là, le gouvernement des juges, je présume que vous n'êtes pas très d'accord. C'est un euphémisme. Je suis tout à fait en désaccord pour plusieurs raisons. En fait, c'est un mouvement qui est né, surtout dans les années 90, en Alberta, avec le Reform Party, Stephen Harper aussi, l'Alliance canadienne, et qui aurait été repris récemment par Bernard Drainville et ses sbires, le gouvernement des juges, les tribunaux, c'est bien dangereux et tout ça. Donc, le gouvernement des juges, je pense que c'est excessivement dangereux comme expression parce qu'on discrédite une institution qui, sauf erreur, fonctionne assez bien. Il peut y avoir des décisions qui nous déplaisent, ça c'est correct, je comprends ça. Sauf qu'oublions pas, et c'est mon deuxième point, qu'il existe à la fois dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise ce qu'on appelle la clause dérogatoire qui vient à sauvegarder la souveraineté parlementaire. Ce qui veut dire que lorsqu'une décision du tribunal ne fait pas votre affaire pour X raison, vous la trouvez excessive, vous êtes en pouvoir, et c'est constitutionnel, d'utiliser la clause dérogatoire en question. Donc, de ce fait-là, moi, je pense qu'il faut faire attention et trouver un juste milieu. On peut critiquer les tribunaux, ça va, j'en suis souvent, je donne des cours de droit, donc par définition, je critique des décisions. Mais de discréditer l'institution, pour moi, ce serait comme de discréditer l'Assemblée nationale. Puis, si je peux juste terminer sur une chose, la question des accommodements religieux. J'ai sursauté un peu en lisant votre livre parce que vous parlez de la crise des accommodements religieux et vous citez vous-même Bouchard Taylor qui, entre 85 et 2008, donc 23 ans, si je calcule bien, ont recensé 61 exemples d'accommodements religieux. Ça, à tout péter, là, ça fait 2-3 accommodements par année qui ont été considérés comme raisonnables, parce que c'est la base. À savoir si on le considérait raisonnable, vous et moi, c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'on peut parler d'une crise quand on parle de 2 accommodements au Québec par année considérés raisonnables, ce qui voudrait dire que les non raisonnables et déraisonnables ont été rejetés? Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Puis je pense que ça crée justement la fausse impression que le Québec est assiégé par, justement, une espèce de nouvelle dynamique sociale qui est en train de se créer un peu à l'insu de la majorité. Mais j'entends bien le respect des institutions. Et sur le principe même des droits individuels, je pense qu'effectivement, les Québécois sont très respectueux du principe lui-même, à l'instar que les Canadiens, d'ailleurs. Le problème avec l'argument comme celui-là, c'est d'invoquer la Charte canadienne pour préserver l'État de droit, qui est garant de l'État de la démocratie au Canada, ou au Québec par extension. Mais le problème, c'est que la Charte canadienne elle-même, inscrite dans la Constitution canadienne, est d'emblée, dès le départ, viciée, dans la mesure où tout le processus ayant conduit à son adoption est illégitime sur le plan démocratique. On a imposé un ordre constitutionnel au peuple québécois, ses représentants depuis 32 ans, fédéralistes comme souverainistes au gouvernement de l'Assemblée nationale, au pouvoir de l'Assemblée nationale, refusent de ratifier cet ordre constitutionnel, donc ordre politique. Mais on évoque donc ce même ordre-là pour garantir la démocratie, alors que lui-même, fondamentalement, sur le plan démocratique, il est illégitime. Donc, c'est un drôle de processus. Donc, moi, je pense que si on a à cœur l'état de la démocratie au Québec,
au Canada par extension, mais principalement nous, ce qui nous préoccupe, le Québec, bien, je pense qu'il faudrait d'abord et avant tout s'attaquer à ce problème-là. Danick Parenteau a un point quand même. Là. Dans votre livre, là, vous parlez toujours de la Constitution de manière positive. Il n'y a pas quand même de dimension critique de ce problème-là, historique depuis 30 ans, qui se base sur le fait que le Québec n'a pas ratifié la Constitution canadienne. OK. Je ne sais pas si je parle de la Constitution de manière positive, je pense que j'en parle de manière neutre. Mais en général, c'est assez positif. Oui, OK, bon, très bien. Mais surtout en référence au droit. Surtout en référence au droit. Oui, c'est le droit positif applicable. Mais en tout cas, bref. Premièrement, la Charte canadienne est venue, a été instaurée après la Charte québécoise des droits et libertés, en 75, pardon. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une culture du droit qui commençait au Québec. Québec. Il y avait une culture du droit, il y avait une culture de la judiciarisation, il y avait une culture du gouvernement des juges, bien que j'aime pas le terme. Il y avait un appareil quasi-constitutionnel, qui est la Charte québécoise, qui était déjà en place, qui a été décidé par les Québécois, pour les Québécois, entre eux. Trudeau n'a rien à voir là-dedans, ni le fédéral, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne vais pas faire de peine à personne, mais la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à l'égalité, c'est pas Pierre-Éliott Trudeau, ni Robert Bourassa, ni René Lévesque qui ont pensé à ça. Ce sont des instruments internationaux. Ces droits découlent clairement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ont étayé de manière assez précise ces mêmes libertés. Si vous faites une analyse entre les droits prévus à la Charte canadienne et les droits prévus à la Charte québécoise, bien malin celui qui va pouvoir me dire des droits qui sont divergents à plusieurs niveaux. Toutefois, le processus ayant conduit à l'adoption d'une telle charte fait en sorte qu'il y a un bris de légitimité démocratique fondamentale, structurelle, qu'on a Ma réponse à ça, et ça revient à votre question initiale, disons que la Charte canadienne n'existait pas aujourd'hui. Disons que le rapatriement avait échoué comme ça a passé très proche de l'être. Disons. Il y aurait quand même la Charte québécoise. Ouais. Et tout ce qu'on discute aujourd'hui, tout ce qui est écrit là-dedans, on discuterait de la même chose. On voit qu'il y a encore une fois, entre vous deux, un désaccord fondamental, justement, sur l'impact de la Constitution canadienne sur la démocratie québécoise, sur la nation et sa capacité de faire des lois, justement, pour assurer une identité. Si on continuait justement dans cette lancée, la lancée des désaccords, il y a peut-être un dernier point qu'il faudrait aborder, c'est-à-dire la charte, pas la charte des valeurs nécessairement, mais une charte de la laïcité, justement, pour les employés de l'État. Donc, dans votre livre, Danick Parenteau, vous parlez justement de cette volonté républicaine qu'ont les Québécois en faveur d'une charte de la laïcité, c'est-à-dire, peut-être pourrait entrer plus en détail là-dessus, un code vestimentaire dans la fonction publique. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais quand même une affirmation plus évidente de la séparation de l'Église et de l'État. Exactement. Moi, j'aurais été favorable à un tel interdit. Mais entendons-nous, si la vaste majorité des Québécois n'en veulent pas, ben moi, je me relais à la sagesse populaire. Moi, en bon républicain, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose qu'une fonction publique ait des représentants qui, par leur habillement, incarnent ce principe. Donc, j'étais favorable, moi, fondamentalement, au principe du retrait des tous signes religieux, y compris le hijab et les autres. Mais si la majorité des Québécois n'en veulent pas, ou si la majorité des Québécois est capable d'accepter le fait que ces représentants de l'État, comme fonctionnaires, peuvent encore porter leurs signes religieux, bien moi, je me rallie à ce moment-là à la majorité québécoise. Et vous, Frédéric Bérard, dans votre livre, vous parlez d'énormément de sujets. Et il y a un chapitre, c'est l'épilogue de votre livre, vous parlez de la Charte des valeurs, et curieusement, c'est le plus volumineux de tous les textes qu'il y a dans votre livre. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, justement, d'imposer une neutralité vestimentaire aux fonctionnaires de l'État quand ils sont en exercice? En fait, si c'est plus long, c'est que le livre était écrit, puis la conclusion s'est écrite avec la Charte des valeurs. Tout ça est très contemporain. Je suis d'accord avec Danick en grande partie. Ceci dit, sur la question... je pense qu'il y a eu un bordel épouvantable d'un point de vue terminologique et sémantique. Qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce qui est pas... Là, c'était rendu des valeurs. Et s'il y a une chose que je déteste profondément, c'est... Et je vous fais un peu le reproche dans le livre, c'est que les Québécois pensent comme ci, les Québécois pensent comme ça. Je pense qu'il y a des nuances à apporter. Et bon, puis vous le faites à titre d'intellectuel, donc pour moi, c'est admis mal, mais quand Bernard Drainville parle en mon nom comme Québécois, ça m'énerve. Parce que les valeurs québécoises de Drainville ne sont pas mes valeurs et je vous garantis que je pense qu'elles ne seront jamais. Alors, comment on peut expliquer le fait que les Québécois manifestent en général un rejet assez vif des accommodements religieux, en dépit des programmes de valorisation du multiculturalisme, alors qu'au Canada anglais, cette question-là est assez réglée. Il y a un consensus beaucoup plus fort au Canada. Oui, la raison. Pourquoi? Mon explication? Pourquoi? Parce que les Québécois sont plus réfractaires à tout ce qui est nouveau? Mon explication, c'est quoi? vraiment? Ouais. Allez-y, là, soyez honnête. Québécois.
Ben non, mais attendons-nous, là. Ouais. C'est la faute des médias. Ben ça? non, Ouais, ben non, ouais, non, non. je le pense sérieusement. Ben non, si c'est le Je le cas, pense sérieusement. ben non, mais là, le peuple est si est manipulable à ce point, Non, j'espère peut-être pas, là. peut-être pas à ce point, mais J'espère pas. vous savez qu'il y a 2 endroits dans le monde où il y a des burqas, hein? En Afghanistan puis dans le Journal de Montréal. Vous regardez Ben, il y ça. en a en Arabie Saoudite, il y en Un a petit peu, ailleurs. ouais. Non, mais attendons-nous, il Vous y en a comprenez l'image. Non, Ce mais- que je veux dire, c'est que c'est facile de sauver la crise des accommodements raisonnables, puis Bouchard Taylor le dit Non, mais clairement. non, C'est de la bullshit de H à Z. Ça a été créé par les médias. Ils ont Non, inventé non, une histoire non. de cabane à sucre où des musulmans auraient payé pour faire Non, non, mais la attends. prière. Non, non, C'est rejet- une histoire fausse, Non, attends. comme la plupart des autres. Ben, vous êtes d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord sur énormément de sujets. Entre autres, il y a des tout petits ce qui est sujets lié qu'on est aux d'accord. politiques identitaires de la nation québécoise qui entre en conflit avec la Charte des droits. Mais c'est pour ça On que vous voit nous qu'il y avez a quand invités, même- d'ailleurs. Ben, en effet, là, ça a bien marché, on dirait. Vous êtes resté quand même très serein, là, c'est quand même un bel échange. Donc, il va quand même falloir qu'on termine cette discussion un jour ou l'autre. Ça aurait été bien d'avoir 2 heures, mais quand même. Le thé est fini en plus, il Ben reste ouais, plus ben une c'est goutte. ma- c'est de ma Ça, faute, tout ça, c'est un peu, grâce à quand vous. C'est même. pas ouais. moi qui ai trop contribué. Ouais, c'est ça. Et donc, Frédéric Bérard, auteur du livre La fin de l'État de droit, et vous, donc Danick Parenteau, votre livre est un précis républicain à l'usage des Québécois, et donc ça participe à une série de livres qui commence à s'écrire justement sur le républicanisme au Québec. Puis on a les dédicaces de livres, on fait ça? Vous êtes préparé un mot? Puissent ces idées éclairer le Québec. Pas mal, ça? Moi, j'ai été plus têteux que ça, en plus. Débat fort intéressant. Merci de l'échange et à bientôt. Merci. Salut. C'est vrai, c'est un bon débat. Cet épisode vous est présenté par l'entreprise de surveillance de résidence en votre absence, Vigie Maison. www.vigiemaison.com